Salut à tous, épisode 15 avec la Groupama FDJ, on est toujours sur Pro Cycling Manager 2023 pour un bon petit moment, jusqu'en juin prochain. Et dans cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est l'issue du débat Hirschi contre Jorgenson et le début de la Vuelta. Voilà, c'est important parce qu'on arrive à une période du calendrier où on vient d'avoir les championnats du monde qui se sont joués avec une victoire aussi surprenante qu'agréable pour Madouas, agréable au premier degré en tout cas. Et puis après, on a recruté, nous possédons 26 coureurs à ce stade. Et puis, écoutez, on a même le petit Léo Bizio, voilà, et il y a quelques places à prendre. Et moi, je pensais vraiment en rester là. Et puis après, il y a cette idée, est-ce qu'on va peut-être finalement craquer sur Marc Hirschi ou sur Matteo Jorgenson? Et franchement, j'étais très partagé. C'est pour ça que je vous ai demandé votre avis. Je vous remercie beaucoup. 2024, l'été suivant va être une année sur laquelle beaucoup de contrats seront à renégocier. Donc on aura par exemple Martinez ou Madouas, voire même Grégoire aussi, qu'il va falloir payer davantage. C'est une évidence. Donc on aura moins de budget salarial. Il ne s'agit pas de faire des idioties par rapport à ça et ne pas pouvoir re-signer nos jeunes espoirs ou notre champion du monde récent. Ensuite, il y avait sur la table quelque chose de troublant, c'était que Matteo Jorgenson avait envie de nous rejoindre. Alors, il a beau être américain, il est quand même francophone et il est aussi francophile. Donc ça pourrait favoriser le recrutement de ce coureur-là. J'ai regardé attentivement vos commentaires. J'ai vu beaucoup de Jorgenson. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pour Jorgenson, avec des arguments toujours bons et vraiment défendables. Il y a quand même aussi un peu de Hirschi sur d'autres commentaires, mais c'est quand même minoritaire. Et en fait, ce que je veux, ça n'a pas été facile pour moi. Ça a été même super dur parce que devoir trancher sur ce sujet-là, c'est pas évident, surtout que moi, au départ, j'étais parti sur l'idée de ne prendre aucun des deux et de rester avec cet effectif-là. Et puis c'est vrai, quand on commence à bien réfléchir au contexte du vélo et même du coup le contexte de PCM, parce que c'est quand même un peu un reflet du vélo actuel, du cyclisme actuel, on s'aperçoit qu'il y a quand même une course à l'armement dans certaines équipes qui fait que si on veut ne serait-ce qu'exister sur nos objectifs sponsors, on peut quand même envisager de se renforcer avec des mecs qui viennent pas voler la vedette à nos stars actuelles qui sont Gaudu, Madouas, et ni même aux jeunes. Il ne faut pas voler la vedette non plus aux jeunes et les empêcher de se développer, que peuvent être Martinez et à un degré à mon avis supérieur Romain Grégoire, voire peut-être Paul Penouet. On verra ce que donne Paul Penouet, notamment sur la petite Vuelta là, qui va suivre. Donc, pour ça que j'avais entouré de mecs costauds, les Ballerini, Bettiol, Rochas aussi a un vrai rôle, Sobrero, voilà. Je trouvais que c'était correct de faire ça avec Sivakov. Puis alors, à force de lire, j'ai commencé à me faire mon opinion et vous allez voir que j'ai tranché juste après. Voilà, donc merci en tout cas pour toutes ces réponses. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de voir ça. J'ai tranché. Et je me suis donc demandé déjà, pour avoir un premier élément, combien est-ce que ces deux mecs demandent ? Parce qu'il me reste à ce stade-là plus de 200 000, je crois, c'est presque 220 000 euros de salaire mensuel à distribuer. Donc, on a de la marge. Mais combien est-ce que Hirschi voudrait, d'une part ? Alors donc là, déjà, il y a aussi la question du statut. Combien d'années tu lui donnes ? Est-ce que équipier de luxe ou coureur important ? On sait que le salaire exigé risque d'être un peu supérieur en cas de rôle moindre. Et je suis parti sur des bases qui me paraissaient raisonnables pour 3 ans par exemple. Et là, je m'aperçois tout de suite que non, c'est pas facile la négo avec Hirschi qui valorise l'aspect financier. Surtout que l'intérêt pour l'équipe n'est pas non plus énorme. En même temps, on l'avait pas contacté. On n'avait pas fait de dossier
Mark Hirschi. Puis d'autre part, Matteo Jorgensen, il pourrait accepter un rôle qui va de équipier de luxe à important, voire davantage. Mais encore une fois, ça va aussi avoir une influence sur l'argent qu'il va nous demander. Et l'argent qu'il va nous demander, si par exemple on était sur une optique de 3 années, c'est quand même une somme assez élevée, puisque vous voyez, quand on est à 72 500, je vais même faire une tentative à 62 500, c'est vrai. Voilà, on est vraiment, vraiment en deçà de ses prétentions. Lui aussi valorise l'aspect financier, décidément, ça doit être l'inflation. Du coup, il a fallu trancher. Et donc, après avoir bien réfléchi, bien lu vos commentaires, etc., pris en compte l'aspect salarial, je parlais de 2024, année de renouvellement, je me suis dit finalement que je tentais un pari qui était de n'offrir que une année à Jorgensen, mais pas que, vous allez voir. Une année à Jorgensen, si on lui propose 72 500, même là ça suffit pas, le mec est gourmand, quand même. Sur un rôle de coureur important par contre, parce que je cherche à minimiser un petit peu ce qu'il va pouvoir nous demander, vous voyez, même 77 500, ça ne passe pas. J'ai dû donc monter, même au-dessus de 82 500, j'ai dû monter à 84 500 pour que Jorgensen puisse accepter une année en coureur important chez nous. Donc, une année avec un gros salaire, ça veut dire que on aura peut-être du mal à le prolonger, parce qu'on va avoir besoin de budget salarial à l'été suivant. Et j'ai aussi fait la même chose pour Mark Hirschi. Mark Hirschi, si on part plutôt sur les bases d'une année, là aussi, une année, c'est réfléchi, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais vous avez sûrement compris, déjà une partie d'entre vous. Une année en tant que coureur important, déjà à 42 500, on est en dessous. Alors ça me chiffonne un peu, parce que lui donner un salaire supérieur à celui de Valentin Madouas, ça fait mal à un certain niveau, mais on réglera ça. Au pire, j'éditerai le salaire de Madouas en fin d'année pour l'augmenter. Mais surtout pas baisser ce qu'on a négocié ici, ça va de soi, c'est de la triche. En tout cas, Hirschi, 52 500, une année. On est encore largement en deçà de notre budget salarial. J'ai eu envie donc de tenter les deux, vous avez compris. Chacun des deux va nous rejoindre pour un an, mais avec un rôle très très précis. On va pas faire n'importe quoi sur la hiérarchie de l'équipe. Jorgensen et Hirschi auront leur moment où ils seront, on va dire, leaders, mais ils seront surtout équipiers de luxe, protégés, appelez-le comme vous voulez, électrons, peu importe. Ils auront surtout ce rôle-là. J'ai cherché si je pouvais compléter du côté des jeunes et recruter un deuxième jeune espoir, après ce que j'avais fait avec Léo Bizio. Il s'avère que j'avais pas d'option réellement intéressante de ce côté-là. Du coup, quelle va être la stratégie ? Je me suis dit qu'il fallait bien répartir les rôles, et que chacun, parce qu'il y a ce Diego Hot là qui aurait pu m'intéresser vaguement, mais bon, je vous avoue que ça casse pas trois pattes à un canard quand même, les options là qu'on a sur les jeunes. Donc c'est pour ça que allez, finalement on balaye. On a 28 coureurs et on a un an pour tester les deux, Jorgensen et Hirschi, sachant que de toute façon il sera impossible de prolonger les deux. Donc si ça se trouve, on en prolongera 0 sur les deux. On va laisser le temps à nos petits jeunes de grandir. Il y aura moins de pression sur Martinez et sur Grégoire. Et puis, pas oublier qu'on perd Thibaut Pinot. Sivakov, c'est pas vraiment Pinot non plus. Donc, on aura comme ça peut-être la possibilité d'animer, d'être plus offensif, de rendre les courses plus agréables grâce à la présence de ces deux coureurs-là. En tout cas, voilà, c'est l'idée sur laquelle je suis parti. Je suis désolé, je vais peut-être déplaire beaucoup, mais j'ai choisi cette option-là. Encore une fois, sans empiéter sur le rôle des uns et des autres. La Vuelta, sinon, se profile à l'horizon. Et j'ai fait un point sur tout ce qui peut être avancé des pics de forme en construction. Il reste, au 14 août, 12 jours de préparation qui vont rajouter 12 points de prépa. On voit que Thompson, Askey, Stewart auront leur pic de forme avant la Vuelta. Ça, c'est une certitude.
Donc bon, bah écoutez, au moins on va récupérer un pic de forme pour le contre-la-montre par équipe du début, dirons-nous. Hein. En revanche, pour Paul Penouet, on va être raccord. Ce sera le pic à l'étape 2. Romain Grégoire et Olivier Legac, eux, toucheront leur pic à l'étape 3. Ça me plaît pour animer avec Romain Grégoire et l'envoyer en échappée, essayer de tenter des coups. Donc ça laisse pas mal de possibilités. En revanche, Lenny Martinez aura son pic seulement au matin de l'étape 5. Bah, c'est pas mal dans l'optique d'essayer de faire quelque chose de respectable, par exemple au maillot blanc. Donc ça peut être une option. Et puis après, pour la victoire finale, moi je mise un peu sur David Gaudu, hein, sur lequel on a quand même reporté nos espoirs pour un grand tour. En attendant le Giro de l'année prochaine, on va tenter une Vuelta ici. Il aura son pic au matin de l'étape 14. Ce qui est, là encore, si on l'a bien protégé avant, peut-être tout à fait jouable. Et peut-être une hérésie, on verra bien. Hein. Mais voilà ce sur quoi je me lance à ce moment-là. Du coup, le Tour de Burgos, il faut pas aligner les mecs qui ont fait tous les stages là et qui vont aller sur la Vuelta. Donc je dois trouver une solution, vous voyez, à ce moment-là de repli. Donc bon, bah, heureusement, on a toujours, j'avais regardé à l'avance, on a toujours des solutions de repli hein, pour aligner d'autres coureurs et pouvoir laisser bien au frais tous nos futurs participants à la Vuelta. Donc là-dessus, la solution, j'ai fini par la trouver en switchant encore Kung avec Lawrence Pitty. Donc voilà, la préparation s'est bien passée. On va voir qu'il y aura un mini écueil quelques jours avant qui risque de peut-être retarder le pic de Martinez, mais on va voir ça. Et puis sinon, du côté des transferts, bah, ça a un peu bougé, vous voyez. Quintana, Woods, Miguel Angel Lopez, Hugh Carty, Rémi Cavagna qui va chez Total Energy, pourquoi pas après tout. Mentis, Polite, Cosnefroy chez UAE, lol. Boigny chez Jumbo-Visma, celle-là elle est pas mal. Il fallait quand même le faire. Van Wilder, leader chez Intermarché Wanty Matériaux. Pourquoi pas, Circus, pardon. Bon, bref, jouable. Et un peu plus tard, c'est Arnaud Desmar qui trouve sa destination. Il sera donc chez AG2R Citroën à partir de l'année suivante. Issue positive pour notre désormais ancien coureur. Après, il y a Mauro Schmidt qui se réveille, mais c'est un peu tard. Surtout que c'est quand même moins intéressant que les options qu'on a prises. Hein. Hirschi, c'est plus par rapport à Schmidt. Et puis voilà, donc cette petite blessure de Martinez. On ne sait pas encore à ce moment-là combien ça va durer. J'espère pas trop longtemps. On va avoir la réponse très vite. Hein. Mais dans l'immédiat, je suis allé sur la Cyclassics de Hambourg. Et bon, bah, pas avec une grande ambition, mais un petit peu l'idée derrière la tête de proposer à Arnaud Desmar de jouer un petit rôle, éventuellement en le protégeant jusqu'à un sprint en comité un petit peu réduit, on verra, parce que Mats Pedersen, Jasper Philipsen, Arnaud Delis, Christophe Laporte, ça fait un plateau un petit peu relevé au niveau du sprint, et mieux vaudrait qu'on n'ait pas tout le monde à l'arrivée en concurrence avec Nono, parce que sinon on va avoir un petit peu de mal. On va voir, moi j'ai trouvé que ce profil-là était inhabituel par rapport à ce que j'ai l'habitude de jouer sur la Cyclassics, donc ça m'a fait bien plaisir. A noter que c'est la première course de Valentin Madouas avec son nouveau maillot arc-en-ciel. On espère que la victoire l'attendra un de ces jours, afin de briser la malédiction. Je vous proposerai en fin d'épisode le Tour du Benelux. Peut-être que ce sera là-dessus qu'on aura la délivrance déjà pour Valentin. En attendant, voilà, on passe nos difficultés ici en essayant de rester à l'avant. Stéphane Kung donc et Valentin Madouas n'auront qu'un rôle d'équipier de luxe sur cette course. J'essaye, il y aura aussi Paris Tour en toute fin de saison. J'essaye de permettre à Arnaud Desmar de quitter proprement la Groupama FDJ et non sur un transfert en cours de saison comme on l'a vu, mais voilà, on est dans un jeu. Il y a quelques petites attaques, mais rien de bien n'important et rien de bien non plus inquiétant.
on sait qu'on a les moyens de rouler. Et voilà, on va le faire. Il y aura... Je mets souvent Linhart en protection sur Stefan Kung pendant l'essentiel des courses. Puis après, bon, bah, on peut parfois jouer avec ces coureurs-là. On verra sur le Benelux. Mais pour l'heure, voilà, je relève certains coureurs. Watson peut être intéressant. Vous voyez, il y a des cassures hein, qui se sont opérées à travers ces enchaînements de difficultés. Ce qui fait que certains se retrouvent complètement à la rue. On aperçoit Caseball ici qui a raté le bon wagon. Peut-être pour Mark Cavendish. Qui sait. En tout cas, le Cave, il sera pas parmi les prétendants à cette victoire. Regardez, on prend le chemin d'un sprint. J'ai choisi une roue ici. Une fois n'est pas coutume. J'ai choisi la roue. Bah, vous le reconnaissez aisément, je pense. Hein. Arnaud Delis, hein, très très naturellement pour Arnaud démarre. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, ça lance et on a été légèrement bloqué sur le tout départ. Ok, bon. Ben on a perdu. C'était la route Caleb Ewan, je ne sais pas pourquoi. Je suis resté sur Arnaud Delis parce que je l'avais vu. Et en fait ici, la Lotto Destiny jouait à fond la carte Caleb Ewan. Ça n'a servi à rien puisque Sam Bennett s'impose donc sur, je dirais presque à domicile, hein, Boransgreux qui s'impose à Hambourg. Il y a quelque chose de l'ordre de la logique, au niveau du sponsor déjà en tout premier lieu. Voilà, grosse motivation pour l'équipe allemande et victoire pour son sprinter. On a donc été à Hambourg et puis ça restera pas forcément le moment le plus poignant de la saison, mais on y est allé. Quelques jours plus tard, la Vuelta démarre. Et sur cette Vuelta, on a quand même envie de jouer cette carte jeune que je vous annonce depuis quelques épisodes et d'essayer de se faire plaisir un petit peu avec Lenny Martinez et Romain Grégoire. On voit que les préparations sont bonnes, les niveaux de forme sont tout à fait satisfaisants. Seules certaines petites fâcheries, mais qui passeront très très rapidement, devraient nous faire sourire. Et par contre, la fatigue relative de Gaudu avant même d'avoir démarré prouve qu'il n'a pas totalement récupéré de son Tour de France. Ça, je l'entends bien. C'est une chose tout à fait logique. On démarre par un contre-la-montre par équipe. Alors ça, c'est pas vraiment à notre avantage. Vu l'équipe alignée, puisqu'on a fait quand même une croix sur la présence de certains cadors. On n'allait pas non plus aligner Stefan Kung sur un 3e grand tour cette année, même s'il avait abandonné le Giro après l'étape 10, mais quand même, ou l'étape 9, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, on est un peu nul sur ce contre-la-montre. Alors il va juste falloir essayer de limiter la casse. Puis on peut peut-être aussi, à un moment donné, regarder ce qui se passe autour de nous et voir si certaines équipes ne craqueraient pas à tout hasard. Vous allez voir que ça va être le cas, mais on va pas non plus être très très fringant. Alors, donc j'ai adapté mes temps de relais, j'ai estimé que 87 pouvait être l'effort demandé aux uns et aux autres. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Martinez, pour ne pas le perdre en route, avec son -2 de forme du jour, va se retrouver à ne jamais prendre de relais. Ce sera donc le choix pour ce contre-la-montre par équipe. Martinez ne prend jamais de relais. Et puis ce sera pas le seul après au fur et à mesure qu'on avance. On voit qu'à l'intermédiaire 2, on n'est pas forcément ridicule. On a moins perdu entre l'intermédiaire 1 et 2 que entre le départ et l'intermédiaire 1. Donc, je me dis qu'on est... Allez, on n'est peut-être pas si nul. Il y a peut-être quelque chose qui peut être sauvé ici. On va bientôt franchir la ligne. On va demander à David Gaudu de faire
un immense effort. Ce qui est amusant, c'est que David Gaudu est l'un de nos tout meilleurs coureurs en contre-la-montre ce jour-là. C'est pour dire un petit peu le niveau de l'équipe. Hein, quand Gaudu est le meilleur des 8, c'est qu'on n'a pas tous les éléments pour rivaliser avec les tout meilleurs. Vous voyez que Alpecin de Koenig aura fait un très bon contre-la-montre, Labora Hansgrohe, IF, Easy Post également. Et puis après, c'est le craquage généralisé sur certaines équipes. On a par exemple ici, ça va, il y a Pestelberger qui avait attendu ses camarades, mais donc pas mauvais le temps de Jayco Alula, hein, mais bon, ça explose dans tous les sens. Alors, quand l'IA finalement garde 5 coureurs et puis laisse se faire lâcher les 3 autres, à la limite, pourquoi pas? Il y a une certaine logique. Mais vous allez voir que ça va pas être tout le temps ça en fait. Et ouais, ça me chiffonne un peu. Ici, voilà, Guy a réussi à assurer le temps pour Israël Première Tech. Astana, Astana, ça se passe pas bien. Hein. Regardez, voilà, ils ont Natarov qui franchit assez loin de ses 4 coéquipiers la ligne. On a comme ça beaucoup de choses un petit peu étranges, et notamment la Bahreïn Victorious qui a pris le meilleur temps avant que, regardez, Ineos, très soudé en revanche. Ineos très soudé qui est venu prendre comme ça le meilleur temps juste après. Hop là, la team UAE qui vient en position relativement moyenne, et regardez, l'accident industriel, il est l'œuvre de la Jumbo-Visma qui va valider un temps assez mauvais pour eux. Et puis surtout avec un détail qui tue, c'est que celui qui aurait dû et pu être le leader, d'ailleurs peut-être qu'il le sera tout de même, perd énormément de temps sur cette première étape contre la montre par équipe. J'ai nommé Sepp Kuss. Donc là, je me pose des questions. Je me dis, mais finalement, est-ce que tout le monde est vraiment prêt pour cette Vuelta? Si Sepp Kuss commence la Vuelta en perdant, je ne sais plus combien il va perdre, mais autant nos coureurs, vous voyez, ont perdu 1 minute environ sur les Ineos, autant Sepp Kuss en a perdu davantage. Je vais réussir à isoler à un moment donné, voilà, hop, le classement. Sepp Kuss, il a perdu 3 minutes 30. Ça veut dire que David Gaudu a 2 minutes 30 d'avance désormais sur Sepp Kuss. C'est important parce que, si ça se trouve, en fin de Vuelta, on aura encore une explication à quelques secondes près entre les deux, ou pas du coup, puisque David Gaudu ayant pris 2,30 d'avance dès l'étape 1, bon bref, est-ce qu'on vient pas d'avoir déjà un coup de Trafalgar sur cette Vuelta? C'est la suite qui nous le dira au final. Hein. Donc on a enchaîné entre-temps avec l'étape 2. Étape 2, vous l'avez vu hein, comme moi, hein, étape banalisée sur la fin, où on a pris des temps à une petite dizaine de kilomètres de l'arrivée, avant même la montée à Montjuic et la redescente avant la ligne d'arrivée. C'était le Lotto Destiny Andreas Kron qui s'était imposé, de plutôt jolie manière d'ailleurs. Et on avait tous été un petit peu circonspects après déjà une étape 1 sous la pluie, en prime pour la télé espagnole et de nuit. On était sur une étape 2 déjà dont l'arrivée est banalisée, ce qui fait que nombre de leaders principaux s'étaient désintéressés. Bon je vous rassure, ce ne sera pas forcément le cas ici. On va rentrer sans trop tarder sur le final de cette étape. Vous voyez, j'ai mis un homme à rouler. Ici, on va avoir un aspect qui est intéressant dans cette Vuelta, c'est que l'équipe étant très différente de ce que j'ai pu proposer sur les 2 premiers grands tours de l'année, et même d'ailleurs sur les courses World Tour par étape, on va avoir une répartition des rôles, ainsi que, je dirais même,
Voilà, peut-être quelques petites révélations en tant qu'équipier pour certains. Par exemple, Thompson devrait nous être vraiment précieux. C'est un exemple. Paul Penwet, on lui demande quelques efforts, mais on force pas trop, parce que lui, il aura un petit coup à jouer au niveau du sprint dans quelques étapes. Olivier Legac, en revanche, travaille, mais là c'est pareil, je veux absolument pas le vider par rapport à la suite. Non, on a plutôt calé Godu, Martinez, Grégoire dans la roue du fameux Thompson. On va demander à Legac de s'écarter. Allez, il va nous permettre de reprendre comme ça les 4 qui avaient tenté leur chance. Voilà. Legac, j'attends même pas que sa barre soit vide. On va vraiment jouer l'économie. Parce qu'Olivier Legac, on en aura besoin jusqu'à la fin. Donc il est très très important de faire gaffe. Grosse attaque, accélération de Thompson afin d'essayer de faire des dégâts. Et ensuite, on va essayer de jouer stratégique. On a notre petit gars Romain Grégoire qui pourrait peut-être tenter quelque chose. Regardez, voilà. Je laisse Godu Martinez avec les meilleurs qui ont réussi à suivre. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a notamment Henrik Mas, et on va voir, on va découvrir qui d'autre. Toutefois, allez, cette attaque aura été décisive. Romain Grégoire s'impose sur l'étape 2 de cette Vuelta devant Narvaez, le très très regretté Gino Mäder. Van Seuvenant était encore dans le coup, Quinten Hermans également, George Bennett. Puis après, on a retrouvé Sivakov, Mas, Bilbao. Mais par contre, vous avez vu le temps qui a été perdu par la majorité des coureurs qui auraient pu être, non pas des outsiders, mais en tout cas des petits poils à gratter. Et ben, ce ne sera pas le cas. Voilà, c'est quand même regrettable que déjà sur une étape comme celle-ci, il y ait pu avoir de telles différences, ce qui fait que finalement, on se replace déjà. David Godu qui gagne 64 places au général. Il y a un replacement déjà vers l'avant pour ceux de nos coureurs qui ne se sont pas relevés. Et puis, on aura donc, pour l'histoire de cette partie, en mémoire, que la première victoire sur un grand tour pour Romain Grégoire, c'était sur la Vuelta 2023. D'ailleurs, en parlant de Romain Grégoire, j'ai eu 2 améliorations de notes. Je vous ai mis à chaque fois le différentiel relatif entre initial, intermédiaire en avril, puis avril et août. Je tiens à préciser que son entraînement depuis le départ, c'est grand tour, course par étape. Donc l'entraînement course par étape a porté ses fruits. On est face à un petit phénomène qui continue à se développer. Et on rentre aussi peut-être dans une étape difficile, étape 3, avec arrivée au sommet, sûrement l'avez-vous comme moi regardé également à l'époque, pour vous apercevoir que c'était une étape qui peut rester un petit peu dans les mémoires, avec une échappée, avec finalement un scénario relativement étrange. Et puis là, par contre, ça va pas l'être. Ça va pas l'être du tout, puisque on aura ici un écart que je participe à maintenir avec l'échappée. En fait, je donne un homme pour rouler, avec notamment Omar Fraile ou Swift, c'est-à-dire qu'Ineos quand même met des types pour rouler, mais je préfère qu'on contrôle l'écart. J'ai pas envie qu'on commence à laisser un écart fleuve et que cette Vuelta commence à être un petit peu n'importe quoi. J'ai envie que ce soit structuré et que les meilleurs soient devant. Donc on va comme ça collaborer un petit peu, mais pas trop non plus. Il ne s'agirait pas de se fatiguer trop. Non, mais en fait, c'était juste pendant, on va dire, les 2 tiers de l'étape qu'il était important de mettre un mec à rouler, mais pas trop fort, mais juste pour maintenir. Et puis après, on sait que par eux-mêmes, les tout meilleurs demandent à leurs équipiers de rouler. En l'occurrence, il se passera quand même pas grand-chose dans la première ascension du jour,
où David Gaudu, Martinez et Grégoire se permettent même le luxe d'aller gratter des points de la montagne. Bon, c'est presque par hasard que je me suis retrouvé là. Et puis surtout, on va se reposer dans la descente avant d'être vigilant dans la dernière ascension. Alors, vous avez sûrement aperçu Santiago Buitrago ainsi que Sepkus qui sont sortis tous les deux. Mais là, par contre, il n'y a pas de cadeau. Personne ne fait de cadeau. UAE est capable de rouler. Movistar, bien évidemment, surveille tout ça. Les Ineos Grenadiers sont là également. Et ça contre-attaque. Allez, jolie contre-attaque. Sivakov n'y va pas. C'est Kemna qui est sorti ici. Et malgré les efforts du team UAE, on va avoir besoin de s'employer nous-mêmes. Regardez. Voilà, David Gaudu. Ah, il va y aller, David. Il faut pas laisser les choses se faire. On veut pas subir de temps. Martinez s'accroche, Grégoire. Ouais, allez, je demande une petite protection sur la fin. Je me disais, bon. Mais il est un peu trop loin pour que la protection s'effectue réellement. Et là, on va essayer de terminer en curseur. Voilà. Ça va vraiment terminer au courage ici. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est probablement sur la barre jaune. Et finalement, est-ce que Gaudu va réussir à passer Michael Woods ou Kemna? Bah regardez, ça en prend pas le chemin. Il faudrait qu'il craque maintenant. Si ça craque, non. Impossible. Donc victoire de l'Allemand devant le vétéran canadien. David Gaudu fait 3, Enric Mas fait 4. Et l'infortuné Sivakov, tout comme Meder, Pidcock ou d'autres, va perdre du temps ici, pendant que Romain Grégoire également va en terminer. Faible écart consenti par le jeune prodige, mais petit écart quand même. Voilà, donc après il n'y a pas de dommage particulier au classement général. On garde toujours David Gaudu en embuscade. On reste quand même un petit peu vigilant avec Lenny Martinez au cas où quelque chose pourrait être fait pour peut-être porter la fameuse tunique rouge. On verra. On verra bien ce qui est faisable. En tout cas, Martinez à 47 secondes, voilà, c'est dans ses cordes. Ce qui le met à 1,29 au général. David Gaudu, très très bien placé déjà, à 37 secondes. Et on attaque l'étape 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? Étape qui me paraît, quoique annoncée comme vallonnée, assez propice à un travail pour Paul Penouet. Donc je me suis dit qu'il fallait... de toute façon, il fallait s'économiser en termes de classement général, là, avec David Gaudu, éventuellement avec Lenny Martinez, Romain Grégoire. Il faut essayer d'être prudent dans la manière de disperser nos énergies en première semaine. En vérité, si j'atteins l'étape 14 avec, par exemple, un écart d'une trentaine de secondes en défaveur de David Gaudu, je sais que la toute fin de la Vuelta, vu le plateau proposé, doit nous être favorable. Donc j'ai souhaité rester un petit peu sur le concept de départ. Hein. On a emmené David Gaudu ici pour essayer de gagner. Donc on va voir un peu comment les choses se passent. Mais aujourd'hui, par contre, c'est pour Penouet. Et les leaders du général, en tout cas les forces les plus précieuses, vont s'économiser. Voilà. Donc vous pouvez regarder que Paul Penouet, bien protégé, suit sans encombre le mouvement. Hein. On va ici aller même, voilà, rouler léger sur la toute fin. Parce que je me fais quand même un petit peu de soucis par rapport au fait de reprendre l'échappée. Il va y voir qu'il y a une descente qui va être suivie d'un faux plat descendant, dirons-nous. Et puis ensuite, il y aura un sprint. Alors, on va se méfier.
Puis on va essayer de préparer proprement notre sprint. C'était Antoine qui, dans les commentaires, il y a 2 épisodes, disait « Et pourquoi tu recruterais pas un sprinter ?» Et tant qu'à faire peut-être même un sprinter qui n'est pas très bon, qui ne passe pas bien les bosses en fait, hein, qui n'est pas bon en vallon par exemple, qui est plutôt mauvais en montagne ou moyenne montagne. Écoutez, finalement, il n'y a pas besoin de le chercher bien loin, ce sprinter-là. C'est peut-être Paul Penouet. Et on peut comme ça se mesurer à l'IA sur un sprint massif. On sait que cette version de Pro Cycling Manager n'est peut-être pas celle sur laquelle le sprint est le plus facile à gérer pour le joueur humain. Donc à partir de là, c'est un bon test. 5 km, allez. Le GAC continue à maintenir un très bon rythme. Puis après, ce sera le train. Vous voyez que j'ai constitué un train avec Louis Seski, Jake Stewart, Paul Penouet, en espérant, voilà, partir au bon endroit, ensuite libérer Jake Stewart et demander à Paul de terminer le travail. Regardez, c'est trop facile. Ça va pas du tout. On fait un triplé absolument dégoûtant sur cette étape 4 de la Vuelta. Je me suis posé des questions en fait. Rien qu'en voyant le gameplay de l'IA et en voyant quelles semblent être ses possibilités, je me suis dit non, pitié, ne nous proposez pas une Vuelta sur laquelle on se balade. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler copieux. Je veux avoir des difficultés. Espérons qu'on en aura. Mais pour l'instant, déjà, nos 2 petits rookies, 2 de nos 3 rookies qui gagnent une étape dans les 4 premières, ça sent pas bon en termes de difficulté de cette course. Donc Paul Penouet, en tout cas, rentre dans sa petite légende personnelle. Il remporte une étape sur un grand tour. Je vous proposerai la suite au prochain épisode. Parce que, parallèlement à ça, j'ai joué le Tour du Benelux, que je vais vous montrer parce que lui, au moins, il est un peu plus palpitant que cette Vuelta, qui va se poursuivre avec une étape peut-être accessible au sprint en 5. Par contre, une explication au sommet pour l'étape 6, peut-être de nouveau du sprint en étape 7, de nouveau quelque chose d'assez copieux en étape 8, et puis regardez, il y a comme ça aussi une arrivée dont on va devoir se méfier à l'étape 9, sachant qu'ensuite on se retrouve avec un contre-la-montre individuel sur terrain quasiment plat à l'étape 10. Après, vous avez l'arrivée à la Laguna Negra de Vinuesa, puis une étape de repos, entre guillemets, et l'étape 13, Formigal, col du Tourmalet. Alors celle-là, évidemment, on sera très très motivé pour la jouer. Il y a peut-être même une victoire de prestige à vouloir aller chercher là-bas. Sinon, le maillot, peut-être, ce jour-là, on verra. Le maillot de leader. Et après, voilà, en 3e semaine, il y a l'Angliru. On va quand même pas l'oublier, celui-là. Et puis après, il y a quand même une étape 18 sur laquelle il y a moyen de se faire piéger. Avant, une étape 19, on va se reposer. Et une étape 20 sur laquelle on va encore se méfier de ce type de configuration. Il peut y avoir des craquages, il peut y avoir une chute, il peut y avoir des choses peu agréables. Mais ça, ce sera donc prochainement que je vous montrerai donc la suite de cette Vuelta qu'on a là démarré. Et je termine l'épisode en vous montrant du Tour du Benelux. Alors, il s'appelle le Renewi Tour. Donc, il y a un nom de sponsor associé au Tour du Benelux. C'est bien lui. Et puis alors, on va regarder quelles sont nos options. Mais vous voyez, j'amène une équipe autour de Stefan Kung. On amène également Valentin Madouas. On amène Bruno Armirail, qui peut être précieux dans ce contexte-là. On a Arnaud Desmar pour essayer de
de peut-être glaner quelque chose sur un sprint. Il va y en avoir des sprints en plus. On a Kevin Genietz, sinon on a notre équipe quasiment évidente au vu du plateau qui se réserve pour la Vuelta. Et là par contre, ouais, j'ai été surpris aussi d'un truc sur ce Tour du Benelux. C'est que l'ami Tadej Pogačar est présent. Remco Evenepoel est présent, mais ça à la limite, allez mon nono. Ah dommage, il lui a pas manqué grand chose. Il lui a manqué un tout petit peu de barre rouge à Arnaud Démare. On n'était pas forcément loin d'un petit hold-up et d'une grande joie, mais à l'arrivée, on n'est quand même pas invité face à l'homme en forme du moment, Sam Bennett. Voilà, on retrouve des protagonistes de la Classica, de la C-Classics de Hambourg quelques jours plus tôt. Alors évidemment, sur ce Tour du Benelux, il y a quand même quelque chose qui est sympathique, c'est qu'on aura 2 étapes qui sont des contre-la-montre. Le premier peut être plutôt classifié dans la catégorie prologue. Vous savez, au niveau de l'influence des notes. Il y a fort à parier que ce premier chrono de l'étape 2, il est directement associé à un prologue. C'est juste un prologue qui a lieu à l'étape 2, quoi. Donc, c'est pas un prologue. Mais Armirail peut peut-être faire quelque chose. Allez, j'ai de l'espoir. Ah, quel dommage. Quel dommage que Armirail n'ait pas pu performer. Valentin Madouas, en revanche, ne performera pas. En fait, je l'ai relevé de base. Lui, il se fait ce contre-la-montre très très tranquillement. Et on arrive à Stefan Kung. Stefan Kung, alors que Valentin Madouas en termine avec beaucoup de retard et puis quand même une motivation peu élevée sur ce type d'épreuve. Il n'y a aucune chance pour Valentin de s'imposer au général. Donc pourquoi s'envoyer à fond? En revanche, il y en a un qui a des chances. C'est Stefan Kung qui se retrouve 3e à 8 secondes du meilleur temps. Alors, meilleur temps, je vous laisse imaginer, mais c'est peut-être Pogačar ou Ganna, enfin bref. Et on ne sait pas trop. Allez mon Stéphane, franchis-moi ça. Waouh. Oh la veste. On prend une veste. Il est derrière Asgreen. Allez, Ganna qui en termine. Waouh. Ganna, il a mis une tôle à tout le monde. Mais il y en a peut-être un qui va encore arbitrer tout ça. Il va dire, écoutez les gars, soyez pas deg du chrono de Ganna. Parce qu'en fait, moi je vais faire quasiment aussi bien. Et je vais déjà vous mettre à l'amende au niveau du classement. Voilà, donc c'est ce qui va se passer, regardez. Stefan Kung possède 22 secondes de retard sur Ganna et donc 19 secondes de retard sur Wout van Aert. Quel rôle peut jouer Remco? Grosse interrogation. Est-ce qu'il est venu juste parce que l'IA a un peu bugué en l'inscrivant? Ou est-ce qu'il y a quelques petites intentions? C'est ce qu'on va regarder, quoi. Donc, étape 3, qui est promise à un sprint relativement massif. Voilà, il n'y a même pas spécialement de vent. C'est plutôt pépère. Moi, je vais rester placé, puis après, on va se projeter sur les derniers kilomètres. Que voici. 5 derniers kilomètres, je trouve toujours c'est amusant. Après, si on veut monter un train, c'est pas les 5 derniers qu'il faut montrer, c'est plutôt les 10 derniers pour surveiller que tout se passe bien, notamment qu'on se fait pas enfermer, dépasser. Allez, voilà, on va sprinter avec Watson et Nono. Ah là là, quel dommage. À un moment donné, on était complètement bloqué, relativement mal situé. Vous voyez, autant on peut s'imposer à certains endroits avec Penouet sur la Vuelta, et puis on se retrouve finalement dans l'incapacité de s'imposer avec Arnaud Démare.
finalement, c'est peut-être pas si surprenant que ça. Voilà, c'est pas surprenant parce que avec de piètres notes de forme, il a des bonus de forme qui sont plutôt des malus. Arnaud Démarre sur ce tour du Benelux et donc il est assez légitime qu'il soit très très difficile de s'imposer avec lui. Étape 4 où on va remettre le couvert. On va de nouveau se préparer à un sprint massif. Donc écoutez, moi je vais pas empêcher Jumbo Visma de rouler si ça leur fait plaisir. Et on va juste essayer, nous, de ne pas commettre d'erreur jusqu'à une arrivée. Alors ici, je me suis quand même dit que le train pour Madouas, ce serait pas mal. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, ce seront Genietz et Watson qui seront chargés à un moment donné, une fois que Kung et Madouas auront bien fait leur boulot. Ce sera Arnaud Démarre qui sera en responsabilité du sprint. Allez, il y a quelques virages. Il faut bien rester positionné. Je pense que c'est un peu la base de tout en termes de sprint, que ce soit sur le jeu ou même pas que. Hein. Le positionnement idéal, c'est un peu la guerre du positionnement ici. Allez, c'est parti. Oh là là, pourquoi Arnaud n'a pas suivi la route de Watson? On se serait imposé, peut-être qu'on peut le faire encore. Et non, Groenewegen qui s'impose ici. Donc on a tenté quoi. On a tenté. Après, au vu du pédigré des mecs qui sont devant Arnaud Démarre, c'est correct. C'est correct d'aller faire comme ça, troisième, même. Troisième sur ce sprint-là. C'était très serré quand même pour les 3, 4 et 5e places. Entre autres, Stefan Kung est toujours à 22 secondes de Filippo Ganna. Et donc, tout reste à faire au moment où 8 km plutôt apparenté à du vallon, mais en fait, on va le voir très rapidement. C'est pas vallonné en ce sens-là. C'est juste qu'il y a un petit endroit au départ où il y a des pourcentages ascendants. Et d'ailleurs, on notera, en faisant la reconnaissance du parcours avec Valentin Madouas, on notera qu'ensuite, il y a un moment donné où ça descend très très fort et où on peut se retrouver là à faire de grosses différences. Voilà. Donc tout le monde va valider son passage ici. Et puis on attend une chose importante, c'est l'arrivée de Kung. Alors déjà, premier test, Bruno Armirail. On sait que le gars est solide sur contre-la-montre. Donc là, je fais mes petits réglages de quelle est la barre, quelle est l'intensité d'effort que l'on va demander à chacun. Et je devine à ce moment-là que ça va osciller entre 87 et 88 au niveau de l'effort moyen. Vous savez désormais qui était champion du monde du chrono. C'était Tao Geoghegenhardt. Et c'est parti pour Stefan Kung. Allez, mon Stéphane, on compte sur toi. Essaye d'en glaner une quand même. Au moins ne pas être ridicule comme ça a été le cas à l'étape 2. Donc on va essayer de se maintenir à cet espoir-là. Premier intermédiaire, non, il n'y en aura jamais des intermédiaires puisque il n'y en a pas au milieu. Stefan Kung qui en termine maintenant. Je pense que le temps est bon, honnêtement, parce qu'en plus on a une super forme du jour et il y a vraiment moyen peut-être d'espérer là une jolie victoire. Allez mon grand. Descente finale. Voilà, on est à fond. Magnifique. Prise du meilleur temps provisoire par Stefan Kung. Il aura battu Tadej Pogačar, ce qui est déjà une perf. Va-t-il battre Remco? Ah là là. Non.
pour 2 malheureuses secondes, Remco Evenepoel bat Kung sur ce contre-la-montre. On notera la très jolie place d'Almeida, le parcours assez solide de Casper Asgreen et, regardez bien, changement de tunique, puisque ici c'est Wout van Aert qui va confirmer qu'il est bien le meilleur dans plusieurs catégories, mais notamment celle qui nous intéresse, le classement général, que je vais faire apparaître ici sans plus tarder. Voilà. Donc on est maillot de leader, mais à bien peu de choses, hein, puisque précisément ça pouvait basculer en la faveur du Suisse peut-être, ou d'un autre. Quoi qu'il en soit, on est déjà à l'étape 6. Étape 6, ici, qui va... Bon, on l'a déjà joué, hein, ce type de tour du Benelux. Moi, quand je vois ce profil d'étape, hein, je me dis, ça peut être cool, peut-être, envoyer quelqu'un, machin. Non, pas du tout. C'est une erreur. C'est une grosse erreur que de vouloir attaquer de trop loin sur une course comme celle-ci. Pour la bonne et simple raison que les équipes de sprinters ne laisseront jamais de la vie quelqu'un sortir ou un groupe de coureurs sortir, alors que cette étape, elle a beau receler quelques passages, par exemple au Coburg, comme dans l'Amstel Gold Race, elle n'est pas bien difficile, ils vont passer. Vous connaissez toujours le problème de Pro Cycling Manager en plus sur ce type de profil qui a tendance à ne pas sanctionner les sprinters. Bref, on va arriver comme ça dans le final avec quelques petites difficultés et puis la certitude que si on veut tenter un truc, alors c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a une petite cassure là, plus qu'une vingtaine de coureurs. Genietz, Madouas pourrait peut-être y aller. On va tenter le coup avec Arnaud Démare qui travaille fort. Il va me dire, ouais, mais pourquoi tu le fatigues ? Je le fatigue parce qu'il est à -2 et que de toute façon on gagnera jamais avec ce type de forme de jour, à -3, pardon. On gagnera jamais l'étape à -3. Donc il faut juste voir si on pourrait pas sprinter, profiter d'un désordre, et regardez, pas du tout, non, on pourra pas. Caleb Ewan s'impose devant Sébastien Molano. Et Wout van Aert qui vient gratter 4 secondes de bonif. Attention, il est là le Wout. Et maintenant il reprend encore un petit peu de temps sur Stefan Kung avant la dernière étape de ce tour du Benelux. Donc victoire de Caleb Ewan. On n'est pas ridicule, mais on n'est pas du tout dans les temps. Vous voyez que Valentin Madouas est sorti de sa boîte ici. Qu'est-ce qu'il en sera réellement ? On va voir. Sur le final, il peut peut-être espérer à l'étape 7 jouer un rôle déterminant, renvoyer l'ascenseur en fait, hein, pour rendre ce que Stefan Kung lui a permis de faire, par exemple, sur l'étape 20 du Tour de France récent, hein, où quand même Stefan Kung a une nouvelle fois fait preuve de sacrifice pour faire briller l'un de ses leaders. Écoutez, là maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de rembourser et on va essayer de tous s'unir pour aider Kung à renverser Wout van Aert. Voilà mon défi pour cette étape 7. Elle était excitante à jouer, je vais vous le dire. Passage en plus 4 fois, je crois. 4 passages au mur, Capel mur. Donc en fait, on parle vraiment du mur de Grammont, quand il y a marqué ça sur le jeu. Hein. Et c'est rigolo, parce qu'après chaque passage au mur de Grammont,
on observe des cassures. Alors elles se refont en général, hein. Les pelotons se reconstituent, mais il y a souvent une grosse cassure. Il y a souvent une énorme fatigue et une élimination, une perte de barre assez forte qui se fait sur les gars qui ont pas une bonne note en pavé, tout bêtement. Bah, c'est logique. Mais c'est assez spectaculaire. C'est par exemple, Armirail a pris cher là, lors d'un passage. On a également, suivant les conditions du jour, là vous voyez qu'il y a du vent, la possibilité que certains protecteurs se retrouvent en difficulté. Là j'ai nommé Lienhard, l'équipier modèle de Stefan Kung, voilà, qui se retrouve encore une fois à l'avant, bah, tout comme Wout van Aert en fait, sans faire réellement de calcul, hein, mais sans faire d'efforts surtout. Hein, Stefan Kung, qu'est-ce qu'il est en forme sur cette dernière étape. Il est tout le temps positionné devant. On avait déjà parlé que le positionnement, mine de rien, c'est pas anodin. Et des fois, c'est lié à la forme du coureur, tout simplement. Vous voyez que à moins d'une trentaine de kilomètres de l'arrivée, je durcis le ton avec Watson démarre, et puis sachant qu'Armirail et Lienhard ont déjà fait leur boulot, Kevin Genietz, on peut dire qu'il a travaillé, il a donné tout ce qu'il avait à donner. Donc voilà, vraiment ici, on va essayer de rouler très très fort pour fatiguer ceux qui vont revenir de l'arrière. Voilà, je sais qu'on va pas aller au bout comme ça. En revanche, il faut fatiguer Wout van Aert. Il faut l'obliger à rouler, il faut fatiguer Filippo Ganna. Il faut faire en sorte que Casper Asgreen ne revienne pas lorsque nous allons sortir. Alors, je ne vais pas sortir tout de suite. Vous voyez, là on a encore, par bonheur, Genietz, à qui il en reste un peu. On a Watson qui roule. Donc on peut se permettre de rouler assez fort. Voilà, ils se sont relayés, ils se sont partagés les difficultés. Et c'est parti maintenant. Nono, à toi de jouer mon grand. Voilà. Arnaud Démare qui va ici rouler très fort. Et si on veut tenter quelque chose, c'est ici, regardez, 5 km de l'arrivée. Valentin Madouas qui attaque très très fort avec Kung dans la rue en même temps. En même temps, on n'a pas beaucoup de problèmes avec Stefan Kung pour suivre Valentin Madouas dans une difficulté comme celle-ci, aussi courte soit-elle. Et du coup, on se retrouve avec une vraie petite différence de fait sur cette attaque. Madouas qui va rouler comme un taré, qui va ensuite passer le flambeau à Kung. Alors là, carrément 99, on mollit pas. Hein. Et là, je me dis, mais c'est gagné. Kung va les reprendre, ces secondes. Bon, alors dans ce cas-là, on offre la victoire à Valentin. Et en espérant quand même que ça revienne pas trop fort derrière. Regardez, aïe aïe aïe, on se mord les doigts. Est-ce que j'ai bien fait? Non. Oui, non. Allez bien le chrono. 18, 20. Ouf, ça va se jouer à quelques secondes. Wout van Aert qui prend la bonif en plus. Hein. Ça veut dire que Kung ne lui reprend que 2 secondes sur les bonifications. Donc il faut en reprendre 20, 21 même j'ai envie de dire, sur le chrono de l'étape pour rattraper les 22 secondes de débours. Alors, est-ce que ce sera le cas ou pas? Ou est-ce que, à égalité, finalement, autant on aura un truc foireux sur lequel Van Aert va être finalement vainqueur du Benelux? Alors, suspense total. Bah écoutez, ouais, hein, 21 plus 4, je crois que ça fait 25. Bref, quoi qu'il en soit, on a nos 2 petites secondes qui font que Stefan Kung remporte le Tour du Benelux. Voilà une rétribution bien méritée pour ce coureur tellement présent d'un bout à l'autre de la saison et tellement fort. Je vous proposerai donc la suite de la Vuelta dans le prochain épisode. Voilà, je suis un peu fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, je suis absolument désolé pour le rythme, mais je crois que l'important c'est de ne
rien lâcher, et même s'il y a un espacement entre certaines vidéos, le faire et continuer à le faire jusqu'à mois de mai 2024. À plus. Et j'ai vu le parcours du Tour de France. On pourra en discuter ici ou là, ou bien dans les commentaires. Tout va bien. À plus, bye bye.